Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission, vous le savez, est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des commentaires, des analyses et des décryptages. Alors pour ce dimanche, 5 sujets nous intéressent. Il s'agit de la situation sécuritaire à l'est du Burkina Faso, notamment avec la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et la visite du Premier ministre aux autorités coutumières et religieuses. Nous parlerons des différentes conférences de presse organisées par les partis politiques et des groupes de partis politiques, notamment la majorité présidentielle représentée par l'APMP. MPP. Nous avons également la conférence de presse du CEFOP avec un intérêt particulier sur la marche de l'opposition. Troisième sujet, les affrontements entre les Koluego et les Dozo qui ont fait 3 morts à Karangasso-Vigué. Quatrième sujet, la création de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Et en page internationale, nous parlerons de la CPI menacée de sanctions par les États-Unis si jamais elle engage des poursuites contre des militaires américains. Et pour discuter de tous ces sujets, je suis en compagnie de 3 confrères de la presse nationale pour le moment. Il s'agit de Isaka Luc Kourma de Radio Burkina. Bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous Paul Miki Wamba de Waga FM. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à tous. Marou Zungrana est également, Kanazoué, pardon, est également avec nous du journal Le Quotidien. Bonjour. Bonjour. Et nous attendons d'un moment à l'autre Juvenal sommet de infowakat.net. Nous espérons qu'il nous rejoindra au cours de l'émission. Alors, l'actualité nationale reste marquée par les attaques répétitives. Hier, dans la matinée, 8 personnes ont été tuées dans 2 localités de la région de l'Est. Alors, chers confrères, c'est une actualité que vous avez suivie, Monsieur Kourouma. Comment donc vous analysez la situation sécuritaire à l'Est du Burkina? Oui, il faut dire que c'est une nouvelle stratégie des terroristes, parce que nous étions habitués à une sorte de terrorisme administré par les djihadistes, qui consistait, eux, ils luttaient pour un but, à savoir pour Dieu, et ils revendiquaient les attaques. Mais nous sommes en train d'assister à une nouvelle forme de terrorisme. Vous voyez, on tue, on s'en va et on ne laisse pas de traces. Donc, c'est une nouvelle stratégie. Et il faut s'adapter. Mais si je dois analyser, ce qui est déplorable, c'est que au lieu d'assister à, disons, à une union des fils du pays pour contrer ce problème, au contraire, on doit avoir un spectacle malheureux. Chacun est de son côté, c'est des accusations mutuelles. Bon, ce n'est pas ce que le peuple burkinabé veut. Nous avons des difficultés. Alors, si nous nous mettons, la pluie est en train de nous battre, et si, en plus de ça, nous battons, je me dis que ce n'est pas intéressant. Hein? J'ai discuté avec quelqu'un, je lui donnais l'exemple d'un avion qui est dans une zone de turbulence et qui lutte pour ne pas cracher. Et les passagers qui sont là-dedans se disputent et disent « Ah non, c'est la faute d'un tel, le pilote. » Non, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on devrait voir, c'est l'unité, hein, des fils de ce pays, aussi bien de la majorité que de l'opposition, en train de chercher des solutions ensemble. C'est ça. Ce n'est pas les accusations qui intéressent le peuple burkinabé. D'accord, on a bien compris votre position. Alors, Paul Miki, c'est une actualité que vous suivez également. Alors, il y a également des gens, comme vous le dites, hein, qui accusent en tout cas l'armée
ou les autorités de ne pas réagir promptement face à cette situation? Alors, on n'a jamais cessé de déplorer ce qui se passe dans notre pays en termes d'insécurité, avec, comme vous l'avez rappelé, la dernière tuerie en date, celle du petit matin de samedi dans la région de l'Est, où des personnes ont été tuées, 8 personnes, des civils cette fois-ci. Et ça nous amène en tout cas à nous poser un certain nombre de questions sur les mobiles de ces attaques terroristes. Donc aujourd'hui, malheureusement, tout le monde est pratiquement perdu parce que, en commençant par les autorités, personne n'est à mesure de dire qui sont ceux qui sont ces terroristes et qu'est-ce que ces gens-là veulent. Maintenant, on a vu justement dans le cadre de cette situation d'insécurité, on a l'impression que le Burkina fait face à deux luttes. La première lutte, c'est le Burkina Faso contre les terroristes. La seconde lutte également, c'est à l'interne, les acteurs politiques qui n'arrivent pas à s'entendre. Ça fait comme si on était sur deux fronts en même temps. Parce qu'à l'interne aussi, il y a des accusations mutuelles entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont justement dans l'opposition. Ça, ce sont les aspects politiques de la chose. Alors qu'en pareille situation, ce qui est demandé et ce qui était souhaité, c'est cette unité et ce nationalisme contre le terrorisme. Mais on est loin de là, malheureusement, on n'a pas cette unité et pour vaincre de façon claire le terrorisme. Mais dans tous les cas, les responsabilités sont partagées, comme on l'a dit. Alors, tantôt, M. Kourouma a pris l'exemple d'un avion qui est dans une zone de turbulence, mais c'est un bel exemple qu'il a pris, mais à l'intérieur de l'avion, il y a ce que l'on appelle un commandant de bord et des membres d'équipage qui, en réalité, devraient discipliner l'ensemble des passagers. Pour revenir au cas du Burkina, moi, je pense que la plus grande responsabilité mettre sur le dos de ceux qui sont aux affaires, c'est eux qui devraient siffler la fin de la récréation, même si on doit aller vers cette question de réconciliation, d'unité nationale, c'est à eux également de faire le pas vers tous les Burkinabés afin qu'on ait cette rencontre nationale pour qu'on arrive à accorder les violons et pour aller justement contre les terroristes. Parce que malheureusement, ce que l'on voit, ce sont des accusations. On a eu des sorties médiatiques récentes de l'opposition, de la majorité, etc. Et on a l'impression que la crise est plutôt entre majorité et opposition, c'est-à-dire c'est une crise politique plutôt que d'avoir cette unité dont on a vraiment besoin pour aller contre le terrorisme. C'est vraiment dommage. Il faut saluer au passage tous les efforts qui ont été fournis, que ce soit côté exécutif avec le Conseil supérieur de la défense nationale, l'Assemblée nationale également qui a ouvert sa session extraordinaire pour réfléchir sur le cas du terrorisme et tout. Mais au-delà de tout cela, ce que j'ai dit, je l'ai dit la semaine dernière et je répète, ce qui est attendu, c'est justement cette action forte sur le terrain, c'est-à-dire le déploiement des forces de défense et de sécurité et pour assurer les populations de l'Est du Burkina, parce que ça fait une semaine qu'on a tenu le Conseil supérieur de la défense, mais on n'a rien vu sur le terrain. On a bien compris votre position. Alors, on va voir si elle est partagée par M. Kanazoué du Quotidien. Oui, à peu près. Mais je veux dire que ce phénomène-là, il n'y a pas un seul pays au monde, d'abord, qui est à l'abri du phénomène terroriste. Deuxièmement, nous sommes sortis de 27 ans d'un système dirigé pratiquement par un seul parti et avec sa façon de faire. On est passé par des étapes assez difficiles, insurrection, transition, élection, et à l'arrivée du nouveau pouvoir, à peine a-t-il essayé d'asseoir son programme qu'on a vu ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas un seul régime, il faut se dire la vérité, qui peut faire face aussi facilement à ce genre de situation. Je me rappelle très bien lors de la campagne de la présidentielle en France, où pendant les débats, Macron a demandé à ces challengers-là, sur la question du terrorisme, quel est celui qui peut lever le doigt pour dire s'il peut éviter une attaque terroriste à son arrivée au pouvoir. Mais personne n'a branché. Donc, même les grandes puissances font attention. Donc, déjà, il y a ce préalable qui fait que personne n'est à l'abri. Deuxièmement, on a vu qu'au niveau de l'Est, il y a quand même une accalmie. Bien sûr, on attend de voir si l'administration va arriver à se redéployer pour être convaincue vraiment du retour à la normale. Mais en ce qui concerne l'Est, donc il y a... Vous voulez parler du Sahel là? Le Sahel, pardon. Oui. Voilà, je vais dire le Sahel. Il y a cette accalmie qu'on observe, qui est vraiment heureuse. On espère qu'elle va continuer. On est dans l'Est maintenant. Comme on l'a dit, les gens sont ondoyants, s'adaptent aux situations. C'est une zone, un autre théâtre d'opération avec une autre physionomie et tout. Mais il faut que les fils de la région aussi exposent un peu à la nation ou aux dirigeants ce qui se passe. Parce que c'est eux d'abord qui voient, qui entendent, qui savent ce qui se passe.
Et donc, tant que les dirigeants n'ont pas ce regard-là, intérieur, interne, proche, ça va être très difficile de pouvoir travailler comme il se doit. Justement, jusqu'à présent, ces attaques dans l'est du Burkina Faso étaient perpétrées contre les forces de sécurité et de défense. Alors, la dernière attaque, on a vu que c'est pratiquement des civils qui ont été attaqués. Oui, ça veut dire que c'est presque une signature, à mon avis. Tant que c'était les forces de sécurité, on se disait, qui sont ces gens? Mais parce que ces groupes, en principe, ont besoin de soutien de la population. J'ai entendu dire que quand ils sont arrivés, ils ont dit aux populations locales, nous sommes venus pour vous protéger de ceux qui vous briment, de ceux qui... C'est le discours qu'ils tiennent souvent aux populations. Donc, en principe, ils n'ont pas affaire aux populations. Et s'ils le font, s'ils attaquent un imam, est-ce que c'est parce que ce monsieur prêche un discours qui est aux antipodes de leurs valeurs assez morbides? On n'en sait rien, mais je crois qu'on va vers une certaine clarification de cette situation. Et c'est aux populations aussi de se dire, attention, tant que c'était les militaires, on se disait qu'on était à l'abri, mais de plus en plus, on est en train de nous toucher directement. Nos libertés, notre façon de vivre va être impactée et il faut forcément réagir. D'accord. Alors, Paul Miki l'a dit, entre-temps, l'Assemblée nationale consacre sa session extraordinaire, en tout cas, à cette question sécuritaire à l'est du Burkina Faso. Lors donc de l'ouverture de cette session, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a dit que la lutte peut être longue, farouche et coûteuse, mais la victoire est inéluctable. Alors, monsieur Kourouma. Oui, le terrorisme, il faut prier et souhaiter qu'il ne vienne jamais chez vous. Parce qu'une fois qu'il arrive chez vous et qu'il commence à s'implanter, c'est effectivement difficile de dire qu'on va l'enrayer, on va l'éradiquer en un laps de temps. Prenez le Nigeria, le cas de Boko Haram. Ça fait très longtemps que ce phénomène perdure. On a cru qu'avec l'arrivée du nouveau président, les choses iraient mieux. Mais non, ça perdure. Prenez le nord du Mali, ça perdure. Prenez dans toutes les régions du monde où le terrorisme s'est installé, ça perdure. C'est pourquoi, je crois, c'est la raison pour laquelle le président de l'Assemblée nationale dit que ce sera une lutte longue, et que la victoire est inéluctable. C'est vrai, le terrorisme n'a jamais vaincu un peuple, mais pour les peuples, c'est difficile aussi de vaincre le terrorisme. C'est pourquoi il faut effectivement viser à long terme, le long terme. Voilà. Et, bon, parce que le terrorisme a plusieurs facettes. Oumarou l'a dit, ils étaient au Sahel, on a pu les contrer un tant soit peu. Aujourd'hui, ils sont à l'est et même au sud-ouest. Bon, on va jeter notre dévolu sur l'est et sur le sud-ouest, on pourra les vaincre, mais rien ne dit que demain, ils ne seront pas ailleurs. Rien ne dit que demain, ils ne vont pas changer de forme de lutte. Voilà, parce que c'était un harcèlement contre les forces de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, c'est les civils. Bon, et comment ils tapent, c'est pour le moment des armes. Mais ailleurs, vous voyez, même des véhicules, ils utilisent des véhicules pour... comme ce qui s'est passé chez nous ici à l'état-major. Voilà. Justement, pour que la lutte soit plus efficace, certaines personnes pensent qu'il faut peut-être mettre des militaires au poste stratégique. Est-ce que vous partagez cette analyse, c'est-à-dire au niveau du ministère de la Sécurité, du ministère de la Défense, faut-il des militaires pour gérer ces différents départements? Bon, je ne partage pas ce point de vue, parce que notre armée a été beaucoup politisée. Moi, je me dis que la situation que nous vivons, elle est engendrée en partie
par le fait que l'armée ait été politisée. Au lieu d'avoir une armée professionnelle, les grands officiers ont passé le temps à occuper des grands postes, à être des ministres, à être de ceci, ils sont devenus des hommes d'affaires même. Maintenant, il peut y avoir des exceptions. On peut mettre exceptionnellement un militaire à un poste donné, mais je ne suis pas d'accord systématiquement qu'on responsabilise les militaires à la sécurité, à la défense. Non, non, non. Après tout, le ministre qui vient, il collabore avec des militaires, il collabore avec des gendarmes, il collabore avec des policiers. Parce que le risque de mettre les militaires et les gendarmes ou les policiers dans ces postes-là, c'est la politisation. Voilà, c'est la politisation de l'armée. De l'armée. Alors, oui, Paul Miki. Oui, alors sur cette question des acteurs à mettre justement à la tête des départements clés, il y a, à mon avis en tout cas, lieu de revoir la chose. Parce que je ne dirais pas qu'il faut forcément des militaires à la tête de ces départements en charge de la sécurité et de la défense. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut peut-être éviter d'avoir des hommes purement politiques à la tête de ces départements. Parce qu'on sait très bien comment est-ce qu'ils se comportent, les hommes politiques dans notre pays. Il y a souvent des actions qu'il faut prendre, mais il faut également calculer et sur le plan politique pour ne pas frustrer un certain électorat et tout. Donc on est beaucoup plus diplomatique, si vous voulez, quand on est un homme politique, plutôt que lorsqu'il s'agit d'un technocrate qui a une bonne maîtrise du domaine donné. Donc on peut avoir également des mesures dont l'objectif justement c'est d'aller droit au but pour sécuriser les gens. Mais au Burkina, on a constaté que le département de la défense est occupé par un homme politique. Idem pour le département de la sécurité, des hommes hautement politiques, j'allais dire. Donc ça peut être également un obstacle à l'efficacité des actions des soldats sur le terrain. Parce que vous savez très bien que le militaire, il est connu pour être silencieux, il est connu également pour être discipliné, il est connu pour ne pas tenir tête à son supérieur lorsqu'il s'agit peut-être d'un ministre de la Défense, même s'il s'agit d'un civil. Donc on peut rester dans une dynamique où on évite de dire certaines vérités et on fait avec, espérant que demain sera meilleur. Donc voilà un peu l'obstacle que je présente en ce qui concerne justement les personnes qui occupent les départements clés de la sécurité et de la défense, parce qu'aujourd'hui, lorsque le président de Faso déclarait en fin 2016 qu'il ne voudrait plus de militaires dans son gouvernement, à l'époque, ce discours tenait, personne n'a contesté parce que simplement on n'était pas dans une situation d'insécurité au niveau actuel. Maintenant, la situation actuelle commande, à mon avis, qu'il revoie son discours et qu'il tente justement de mettre des personnes qu'il faut justement à la tête de ces départements. Je ne dis pas que c'est la personne qui va tout faire, parce que quand on prend le ministère de la Défense, on sait qu'il y a un ministre civil, mais à côté de lui, il y a un chef d'état-major général des armées qui est un militaire, on a un chef d'état-major de la gendarmerie qui est également un militaire. Donc, bon, mais dans tous les cas, le commandement, le dernier commandement, il faut éviter les considérations politiques, ça peut jouer sur l'efficacité des actions sur le terrain, surtout que jusque-là, on n'a pas encore obtenu de résultats de nature à rassurer les Burkinabés dans le domaine de la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Juste pour rappeler que lors de la conférence de presse du MPP, le ministre en charge de la sécurité, Clément Savadoro, a fait le point. Selon lui, en tout cas, plus de 400 présumés terroristes auraient été arrêtés pour juste... Mais on va permettre à M. Kanazoé donc de... Pour moi, ce débat est secondaire, hein. Ce n'est pas le plus important. Vous voyez, dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, les ministres qui sont en charge de ces questions ne sont pas des militaires. C'est une question de stratégie globale qui était arrêtée par l'État pour justement arriver à ses fins. Et donc, et ces postes qui sont très stratégiques quand même, le président a besoin d'hommes de confiance et surtout d'hommes aussi capables de faire bouger la machine. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, nous sortons de 27 ans d'un pouvoir quand même, comme l'a décrit Isaka Kourouma, qui était presque un parti unique. Et les habitudes se sont ancrées. Il y a des mentalités à changer. La machine est lourde à faire bouger. Et il faut des hommes qui peuvent le faire. Ce n'est pas forcément un militaire qui peut le faire. Ça demande aussi peut-être un peu de tact politique dans ce genre d'action. Donc, à mon avis, c'est secondaire vraiment ce débat sur la nature des hommes qui doivent occuper ce poste. Bon, ça c'est relatif. Hein, je crois qu'il faut relativiser. Parce que c'est pas facile, c'est très facile pour nous de nous asseoir ici et dire qu'il n'y a pas de résultat. Je ne crois pas que les militaires qui sont sur le front vous diront qu'ils ne font rien.
Je crois qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais je vous mets au défi de pouvoir faire bouger une machine de ce type, comme notre armée, avec le peu de moyens qu'ils avaient, la formation qui n'était pas du tout ce qu'elles étaient. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais fait d'exercice même réel sur le terrain. Donc tous ces aspects, il faut en tenir compte. Et je crois que c'est une machine très lourde qui demande peut-être un petit peu de temps, mais je suis convaincu que les choses vont entrer dans l'ordre. D'accord, oui, on va écouter alors Juvenal qui vient de nous rejoindre sur cette question. Oui, je pense que la question aussi de la sécurité aujourd'hui, ce débat, il est effectivement, à mon avis, un peu secondaire. On va mettre un militaire, demain, c'est les mêmes qui diront, bon, voilà, on a mis un militaire, ça n'a rien donné, il faut encore... Bref, je pense que, moi, je l'ai toujours dit, la question de la sécurité aujourd'hui, elle dépend aussi d'un contexte international, sous-régional, national aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs dont il faut tenir compte. À mon avis, c'est moins une question je dirais peut-être de tenue que peut-être de méthode ou d'organisation. Donc, je pense que les gens s'en réfèrent un peu trop à cette idée de, oui, il faut un militaire. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'accrocher à ça. À mon avis, il faut plutôt rechercher les solutions ailleurs, dans l'organisation peut-être aussi que nous avons avec notre partenaire aussi au plan international, dans notre contexte national aussi, parce que la sécurité aussi dépend du contexte national. S'il y a une instabilité au plan interne, vous allez mettre même le meilleur des gradés, je ne pense pas qu'il fera de bons résultats. Donc, il y a toute une stratégie à repenser, à mon avis, qui repose moins sur la personne qui serait plutôt habilitée qu'un contexte global dont il faut tenir compte, à mon avis. Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas forcément la solution que de mettre un militaire à la place d'un civil. D'accord, on va vous permettre de garder la parole pour parler peut-être du dernier aspect de cette question rapidement. Alors, le Premier ministre a fait le tour des autorités coutumières et religieuses pour leur demander leur bénédiction, leur soutien dans la lutte contre, en tout cas, les terroristes. Qu'est-ce que vous pensez très rapidement de cette démarche du chef du gouvernement? Bon, c'est une démarche que je trouve à la fois peut-être compréhensible au regard de la situation, mais en termes de stratégie, je cherche à comprendre. Répond à quel souci finalement? C'est quoi? C'est religieux qu'on va rencontrer à tour de bras. Bon, c'est toujours ce que je reproche à nos autorités. On met en avant des actions, mais on n'explique pas en fait à quoi ça répond finalement. Bon, le Premier ministre embarque tout le monde dans une communication tous azimuts, on va voir les chefs religieux, mais moi, je ne comprends pas. Ça répond à quoi? Est-ce que c'est pour leur demander finalement de dire à leurs ouailles de prier pour la paix? Est-ce que c'est quoi? Franchement, moi, au-delà de l'aspect communication, je ne vois pas à quoi ça répond finalement cette sortie médiatique du Premier ministre. Franchement, j'avoue que je n'y vois pas grand-chose là-dedans. Oui, M. Kourouma. Non, le Premier ministre est allé voir les chefs coutumiers et les chefs religieux pour leur demander de prier pour la nation. Moi, je reviens de l'église, je suis venu ici directement, et on a prié pour la nation. Je crois qu'un pays a plusieurs dimensions. Il y a la dimension économique, il y a la dimension sociale, il y a la dimension culturelle, mais il y a aussi la dimension morale et spirituelle. Et en tout cas, pour ce qui concerne nos pays africains, c'est vrai qu'on pourrait objecter en disant mais le Burkina est un pays laïque. Oui, c'est vrai, mais la laïcité ne signifie pas absence de religion. La laïcité veut dire simplement ne pas donner la priorité à une religion, ne pas avoir une religion d'État. Donc, dans ce cas, tenir compte de l'aspect moral et spirituel d'un pays, pour moi, ça compte beaucoup. Ceux qui ne sont pas croyants, ils pourront balayer ça d'un revers de main. Mais pour ceux qui sont croyants comme nous autres, je crois que ça compte. Les prières, pour un pays, ça compte. D'accord, ok, oui, Paul Miki. Alors, je pense, à mon avis, en tout cas, que c'est un aveu d'impuissance de la part du gouvernement, cette ronde des autorités religieuses, parce que on est tous religieux ici. Je suis d'accord qu'on a deux aspects.
il y a l'aspect gouvernance et également l'aspect religieux dans un pays. Mais tout le monde peut témoigner qu'au niveau justement des communautés religieuses du Burkina, les gens n'ont jamais attendu une démarche du Premier ministre pour prier pour le monde. Ça s'est fait dans les églises, on prie très souvent, pratiquement tous les dimanches pour le monde, pour l'Afrique, pour le Burkina Faso. Et lorsqu'il y a des situations particulières qui se présentent, les gens prient. Le prêtre demande à ce que l'on prie, en tout cas pour la situation du pays. Donc c'est pour dire qu'on n'a toujours pas attendu cette tournée du Premier ministre pour le faire. Donc chacun, à mon avis, devrait rester dans son rôle. Et les évêques, les chefs religieux, les imams et la Fédération des églises évangéliques, chacun sait très bien qu'il doit le faire à un moment donné sans attendre justement que l'appel vienne du gouvernement. À la situation que le pays connaît aujourd'hui, il n'y a pas lieu quand même de chercher je ne dis pas que c'est mauvais. À faire davantage. Je ne dis pas que c'est mauvais. Les gens le font déjà. Mais le Premier ministre, justement, en faisant cette ronde des autorités religieuses, veut donner l'impression que la situation sécuritaire qui se présente au Burkina, et contrairement à ce que des gens disent, on n'est pas en train de dormir sur nos lauriers, on est en train de se débattre pour montrer un peu que l'on cherche les solutions tous azimuts pour venir à bout de l'insécurité dans notre pays. Mais le rôle d'un gouvernement ici, dans l'exemple type, dans le cas d'espèce que nous vivons, c'est de poser des actions. Voilà, c'est de poser des actions. Pour le cas de l'Est, le Premier ministre aurait dû signer une réquisition spéciale pour demander à l'armée d'aller combattre les terroristes. C'est son rôle ici. Vous savez très bien que l'évêque de Ouagadougou ne peut pas faire ce rôle. Lui, son rôle, c'est déjà de prier. Et c'est une autorité religieuse dont il faut considérer la séparation des pouvoirs. Chacun jouera son rôle. Et l'autorité religieuse va jouer son rôle, justement, de prière et de tout. Maintenant, les autorités politiques et les autorités administratives également doivent jouer leur rôle, alors que là où on les attend, c'est là-bas qu'ils sont absents, malheureusement. On a bien compris votre analyse, oui. Monsieur Kanazoui. Je ne partage pas tout à fait cet avis, parce que ce sont des personnes, ressources très importantes quand même, les chefs religieux et coutumiers, qui sont capables aussi d'influencer un peu la vie de la nation à travers les personnes qui sont soit leurs sujets, soit leurs fidèles. Et si vous prenez la région de l'Est, vous ne pouvez pas, à mon avis, intervenir dans une région comme l'Est sans quand même aller rendre une visite de courtoisie et demander les bénédictions du roi de Goulmou. Je me dis qu'il y a l'action, la stratégie militaire, politique et tout en place, mais ces gens-là sont des acteurs aussi de terrain qui quadrillent l'ensemble du pays, qui sont au courant de beaucoup de choses. Et même que la religion, on a parlé de religion, la religion a une sorte d'influence aussi sur cette question du terrorisme. C'est peut-être une façon aussi d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de tenir des discours, soit rassembleurs, soit républicains, soit en tout cas appeler les fidèles et les populations à faire preuve de vigilance dans leur attitude, dans leur discours. Et ça, moi je ne crois pas que ce soit vraiment une mauvaise chose. Oui, voilà. C'est ce que Miki disait. Est-ce que, au-delà de ça, nous sommes tous religieux, je le précise bien, les églises ou dans les mosquées, on n'a pas attendu que le Premier ministre fasse des tournées pour prier pour le pays. Ça se fait depuis longtemps. Donc, qu'on arrête de monter en pièces. C'est de l'improvisation qui ne répond, à mon avis, à aucune logique. Parce qu'il faut nous expliquer clairement. Mais oui, bien sûr. Je ne parle pas de la prière. C'est de l'improvisation parce que dans ce pays, on ne peut pas me démontrer que les religieux ne prient pas pour ce pays. Depuis longtemps. Et ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Donc, il faut qu'on fasse des choses qui soient clairement établies dans une stratégie pour nous expliquer, parce que nous sommes citoyens. On a embarqué nos rédactions dans des visites aux autorités religieuses. On a expliqué finalement, ça répond à quoi? Finalement, il n'y a pas de réponse. Moi, je parle des autres aspects. Un gouvernement, donc on a bien compris votre position. Je n'ai pas parlé seulement de la prière. La prière, ça, c'est fait tous les jours. Ce n'est pas pour compris, mais je veux dire que la dimension du terrorisme et de l'insécurité a un aspect lié peut-être aux chefs coutumiers qui peuvent avoir un regard sur la situation. Et le chef du village, par exemple, où des gens circulent, peut nous dire, attention, nous avons vu des gens circuler, nous pouvons vous dire ceci et cela. Des chefs traditionnels ou religieux peuvent tenir un discours rassembleur, mais ça se voit. Le terrorisme puise sa source parfois, non seulement des questions religieuses, mais aussi parfois des questions liées peut-être à la terre, peut-être aux troubles divers
Alors donc, on ne peut pas négliger ces personnes-là. je C'est crois que très c'est un important. acte- Non, on a compris les différentes, on a compris vos différentes positions. Non, on va laisser cette question parce que nous avons déjà passé 30 minutes sur la question. J'ai laissé faire parce que c'est une question assez importante pour la nation dans la situation dans laquelle on se trouve. On va parler d'autres choses maintenant. La semaine, vous le savez, a été marquée par de nombreuses conférences de presse des partis politiques, notamment on a vu la PMP, on a vu le MPP, on a vu le CFOP, tous ces rassemblements ou partis politiques en tout cas ont organisé des conférences de presse. Alors l'un des sujets abordés dans ces différents points de presse, c'était justement la marche de l'opposition le 29 septembre prochain. Alors pour le CFOP, cette marche se justifie et il ne comprend pas pourquoi le pouvoir s'affole. À l'APMPE, on voit les choses d'un autre œil face au journaliste Maître Benewende. Sankara a affirmé que l'opposition est en train de chercher la courte échelle pour accéder au pouvoir d'État à travers ces agissements. Alors finalement, que pensez-vous du débat sur l'opportunité de cette marche du 29 septembre, M. Kourouma? Oui, moi je pense que nous traversons une situation difficile et ce que l'on demande aux hommes politiques, ce n'est pas des conférences de presse par-ci, des conférences de presse par-là. Ce que l'on demande aux hommes politiques, c'est une unité d'action dans la situation qui nous intéresse. Et je dis, l'opposition comme la majorité doivent se parler. On ne doit pas profiter d'une situation comme celle-là, qui est difficile pour tout le monde, pour se quereller. Non, non, non. Vraiment, je pense que c'est un mauvais choix que de vouloir se quereller en ce moment. Maintenant, moi, je trouve que l'opposition aurait dû tirer beaucoup plus de dividendes dans cette situation-là qu'à travers une marche. Quand je dis elle devait tirer beaucoup de dividendes, c'est quoi? Elle devrait s'impliquer pour montrer une autre image. Parce que les hommes politiques qui cherchent à accéder au pouvoir doivent avoir une statut d'homme d'État, quelle que soit la situation. Ils doivent avoir une statut d'homme d'État. Et moi, j'ai félicité Zéphirine Diabré pendant un certain temps. Parce que, vous voyez, quand la première attaque contre le café Cappuccino, il n'a accusé personne. Il a gardé son sang-froid, il est allé sur les lieux, il a montré un visage d'homme d'État. Et toutes les attaques qui s'en sont suivies, il a montré une attitude d'homme d'État. Et ça, c'est à saluer. Maintenant, je me demande pourquoi, avec ces situations, j'allais dire, il a un peu dérapé à mon niveau. Voilà, il devrait continuer à avoir une attitude d'homme d'État. Et il y a plusieurs façons de tirer des dividendes. Par exemple, ils ont commencé hier, mais ça vient sur le tas, mais mieux vaut tard que jamais. Hier, ils ont dit, nous allons faire des souscriptions pour soutenir les militaires. Ça, c'est une action qui peut profiter à l'opposition. Si, par exemple, ils continuaient, ils rendaient visite aux blessés de l'Est, ils vendent, ils leur apportent des vivres ou bien des soutiens. Tout ça, ça peut être des dividendes politiques. Parce que l'opposition doit aussi prendre part à la résolution de cette crise pour qu'on dise à la fin, si on arrive à vaincre le terrorisme à l'Est, qu'elle puisse dire nous avons participé, ou que l'opposition dit, l'opinion dise l'opposition a eu une bonne attitude. Elle a participé à la victoire contre le terrorisme. Voilà. Oui, on a bien compris votre position. Juvénal, est-ce que
Qu'est-ce que vous pensez plutôt donc, des débats qui se mènent sur l'opportunité de cette marche? Moi, je ne comprends pas cette polémique burkinabo-burkinabé. L'opposition est dans son rôle. Et pourquoi c'est la majorité qui demande à l'opposition de se soir à la marche? Pourquoi, pendant que le pays est attaqué, le président continue de voyager? Le président de l'Assemblée nationale continue de se balader et dit à l'opposition, ce n'est pas le moment d'organiser. Moi, je suis d'accord qu'on dise que c'est un moment difficile. Dans ce cas, on sursoit à toutes les activités politiques, opposition comme majorité, et puis, d'accord, tout le monde est d'accord. Mais la majorité ne peut pas donner des leçons à l'opposition sur la manière dont elle doit se comporter. Est-ce que la majorité elle-même se comporte comme il faut en ces temps de crise ou en ces temps où notre armée elle-même est sur différents fronts? Je suis désolé. On peut expliquer, à mon avis, qu'il y a un contexte difficile et appeler tout le monde, évidemment, à la retenue. Et en ce moment, on entre ensemble dans un cadre organisé. Mais je ne comprends pas cette façon politicienne, finalement, d'exploiter, parce que finalement, c'est la majorité elle-même qui exploite la marche de l'opposition avec des mots que je trouve inappropriés dans un contexte précis. Donc, finalement, elle-même, elle joue finalement un jeu qui la dessert, parce que finalement, non seulement elle n'est pas dans son rôle, mais en plus, elle ne se concentre pas assez finalement sur le contexte même qu'elle invoque. Et finalement, je trouve que c'est elle-même qui nous embarque dans une polémique inutile, parce que l'opposition, je le répète, est tout à fait dans son rôle. Et évidemment, elle a bon droit de critiquer la majorité et de s'organiser comme il faut. L'opposition est dans son rôle, oui, selon Juvenal, oui. Alors, Kanazoé. Oui, c'est tout à fait ça. Je suis d'accord que nous sommes dans un état de droit qui favorise les manifestations notamment. Et donc, il ne faudra pas effectivement jouer le jeu de ces terroristes qui veulent justement nous empêcher de vivre comme il faut. Et donc, pour ça, ce principe, je crois, il faut le garder, parce que très souvent, quand il y a le terrorisme, on limite les libertés, on fait ceci, on fait cela pour, justement, au nom de la lutte contre le terrorisme, pour cela. Mais je crois qu'il n'y a pas lieu de dramatiser. À mon avis, cette marche, elle entre dans la stratégie de l'opposition, mais qui est plus politique qu'autre chose. Elle s'inscrit bien sûr dans la conquête du pouvoir à venir. On peut le regretter, on peut dire mais les politiciens se chamaillent pour 2020 alors que le pays a des problèmes. Mais que voulez-vous? C'est leur droit de manifester. Donc il faut favoriser une manifestation tout simplement pacifique. Et puis on verra en fin de compte si c'est payant ou pas. D'accord, oui, Paul Miki. Je pense simplement que jusqu'aujourd'hui, l'opposition a le bénéfice du doute par rapport justement aux objectifs non avoués de cette marche du 29 septembre 2018. Mais pour l'instant, au regard des points qui ont été cités pour justifier la marche, je ne pense pas que ce soit une marche qui ait des couleurs politiques. Je dis bien, ils ont jusqu'aujourd'hui le bénéfice du doute. On attend après le 29 pour voir s'il y a effectivement des relents politiques dans le discours qui va être tenu et dans la façon dont la marche va être conduite. Maintenant, nous sommes dans une situation, tous les Burkinabés sont témoins, il n'y a rien de caché, nous sommes attaqués de toutes parts. Il y a la question d'insécurité qui a atteint un niveau jamais égalé au Burkina. Au-delà de l'insécurité, on a un certain nombre de fléaux que nous vivons, la question du chômage des jeunes, la pauvreté galopante et tout ce que vous pouvez imaginer comme maux sociaux qui minent le Burkina Faso depuis un certain temps, et tout ce que vous pouvez également imaginer comme rendez-vous manqué des promesses du président Roch Marc Christian Kaboré sur le terrain après bientôt 3 années de gestion des affaires publiques de l'État. Donc tout ça mis ensemble, ça peut justifier cette marche de l'opposition. Et ce ne sera pas la première fois que l'opposition politique marche dans ce pays. D'ailleurs, on en a fait très peu depuis l'accession de Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir, parce que ce sera le deuxième rassemblement populaire de l'opposition politique qui est d'ailleurs accusé, a raison à mon avis en tout cas, d'être un peu complice de ceux qui sont aux affaires. Moi-même, je pense que notre opposition a été suffisamment gentille jusque-là, parce qu'on n'a pas toujours entendu des mouvements sur le terrain. Maintenant, en ce qui concerne l'opportunité de cette marche, c'est la première fois également de mémoire des jeunes burkinabés que l'opposition politique annonce une marche et que l'on a justement des critiques qui viennent de la majorité et pour tenter de vilipender la marche, pour tenter de montrer qu'elle est inopportune et tout. Ce qu'il aurait fallu faire dans un État démocratique, c'est de demander aux militants de la majorité présidentielle de rester à la maison le 29 septembre. Et l'opposition également étant dans son rôle, va demander à ses militants, à elle, de descendre dans les rues de Ouagadougou. C'est ça l'expression de la démocratie. Je pense qu'il faut laisser les choses faire et puis prendre des garde-fous justement pour qu'il n'y ait pas de débordement à l'occasion de cette marche. Mais toujours est-il que cette pression sur l'autorité actuelle est totalement nécessaire, parce qu'on a l'impression que rien n'est fait du tout
Et même si aujourd'hui on nous parle de 400 terroristes arrêtés. D'accord, oui, réaction très rapidement. Non, il faut que je précise ma pensée. Je n'ai pas dit que l'opposition n'est pas dans son droit de marcher. L'opposition, c'est son plein droit de marcher. Mais pour moi, l'opposition aurait pu tirer autrement des dividendes par rapport à la situation. Voilà. Parce que maintenant, le débat, hein, c'est quoi? Le débat, c'est que c'est caricaturé. Le débat, c'est que l'opposition est en train de vouloir profiter de la situation difficile, alors que ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, elle aurait pu prendre des actions, enfin entreprendre des actions, autrement que cette marche pitting, pour tirer des dividendes politiques par rapport à la situation. C'est tout ce que je veux dire. Sinon, je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit de marcher. Nous sommes dans un pays démocratique, elle a raison. Je ne rentre pas non plus dans l'objet de la marche, c'est-à-dire les récriminations qui sont faites. Je ne juge pas les récriminations. Je ne dis pas qu'elles sont fondées, qu'elles ne sont pas fondées. Ce n'est pas notre rôle en tant que journaliste. Pour moi, je juge de l'opportunité, de l'action qui est posée. Est-ce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, hein, pour tirer des dividendes de la situation? Parce que si elle montrait une image compatissante, si elle montrait une image, hein, qui prend parti, hein, pour la situation et qu'elle propose des solutions, hein, parce que j'ai entendu l'opposition dire nous avons des solutions, mais nous attendons que le pouvoir vienne vers nous pour qu'on leur donne. Moi, je dis non. Ils sont fils de ce pays. C'est une force politique. Et eux aussi, ils peuvent aller vers le pouvoir pour proposer des solutions. Eux aussi, ils peuvent dire maintenant, si le pouvoir ne les écoute pas, il prendra l'opinion à témoin. Voilà. D'accord, oui. Très rapide, en 30 secondes. En 30 secondes, parce qu'il faut qu'on avance dans le débat. Ce que M. Kourouman dit, c'est toute la problématique que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire le manque de dialogue sincère de la part de l'opposition, de la majorité. Aujourd'hui, effectivement, l'opposition a dit, a détenu justement des solutions, mais elle attend que le pouvoir lui fasse appel. Mais pourquoi le pouvoir ne le ferait pas également? Parce que vous avez vu toutes les actions qui ont été menées dans le domaine de la lutte contre l'insécurité. Ce sont des actions qui sont menées, j'allais dire, à vase clos, entre ceux qui sont aux affaires, entre l'exécutif et tout. En témoigne la tenue du Conseil supérieur de la défense. Il n'y avait aucun représentant de l'opposition là-bas. Je peux me tromper, mais j'en suis convaincu. Je ne dis pas qu'il fallait rassembler tout le monde dans le cadre du Conseil supérieur de la défense, parce que tout le monde n'est pas membre de ce conseil. Mais il aurait fallu justement, de la part de ceux qui sont aux affaires, de tendre la perche et pour récolter toutes les idées des Burkinabés. En même temps, l'opposition politique également qui dit, comment on appelle, ne pas vouloir faire le premier pas vers la majorité. J'ai vu quand même que dans le domaine de la compassion, dans le domaine de soutien concret aux forces de défense et de sécurité, ils ont lancé cette souscription volontaire. Donc, pour montrer jusqu'à quel point il faut que les deux parties se parlent sincèrement, je ne sais pas, lorsque l'opposition va récolter son argent, c'est-à-dire le soutien au FDS, 100 millions, 200 millions, à qui va-t-elle remettre cet argent? Ce ne sera certainement pas directement au FDS, il va falloir passer justement par ceux qui sont aux affaires, c'est-à-dire l'exécutif. Donc, d'où la nécessité de se parler franchement dans le domaine de la lutte contre l'insécurité. Sinon, ça sera vraiment un vain effort. En même temps, également, on peut dire que ce n'est pas le rôle de l'opposition que de faire cette collecte, parce qu'elle a dit aussi que ce n'est pas son rôle de donner des idées au gouvernement. Donc, c'est pour ça que tout doit se reposer sur le dialogue sincère et la question de la réconciliation. Tant qu'on n'aura pas réglé cela, nous allons tourner en rond pendant plusieurs années encore. D'accord. Alors, on va clôturer ce sujet pour parler d'un autre sujet tout aussi proche, hein, parce qu'il s'agit là également des questions sécuritaires. Mercredi 12 septembre, des affrontements entre les Koroluego et les Dozo à Karangasso, Vigué, ont fait 3 morts. Ces affrontements sont survenus parce que des populations de ce village, du village de Kérédougou, qui est un village de la commune de Karangasso, Vigué, ont voulu démanteler le quartier général des Koroluego. Alors, s'en est suivi donc des altercations et 3 personnes ont trouvé la mort, oui, dans ces affrontements. Alors, comment réagissez-vous face à ces drames? Juvenal. C'est bien dommage, c'est dommage.
on dit souvent que lorsque la pluie vous bat, il faut éviter de vous battre entre vous-même. Donc, je trouve que cet affrontement est hautement inutile. Vous voyez les conséquences finalement. Et c'est quelque chose dont on avait parlé, en tout cas dans la presse, depuis assez longtemps déjà, depuis pratiquement les moments finalement où cette affaire d'implantation de cellules de Kouroulégo dans l'Ouest avait été posée. Je me souviens que dans la presse, des écrits avaient été faits pour interpeller les autorités, pour dire attention, attention parce qu'on est en train de franchir évidemment une ligne rouge et ce n'est pas bon. Je pense que finalement les événements actuels nous montrent que manifestement tous les efforts qui avaient été entrepris n'ont pas été suffisants à mon avis pour éviter qu'on en arrive à ce drame et je trouve que c'est tout simplement dommage. On n'avait pas vraiment besoin qu'on en arrive à ce point pour simplement une question de sécurité à laquelle on a déjà fort à faire, comme vous le soulignez, avec ce qui se passe en ce moment dans le pays. D'accord, oui, Kanazoe. Bon, oui, effectivement, il y a eu apparemment une gestion pas très complète de la situation parce qu'il y avait des textes qui avaient été pris interdisant effectivement les Kouroulégo sur le terrain. Mais j'ai cru comprendre que ces gens qui se font appeler Kouroulégo ont pris des dispositions en disant c'est dans notre quartier uniquement que nous agissons, nous ne portons pas de tenue, nous n'avons pas de fusil. Bon, bref, mais n'empêche, il y avait un problème. Et donc, je crois qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des solutions qu'il fallait apporter. Et il va falloir en tirer les leçons et en tirer les conséquences pour que, bon, là où effectivement il y a des problèmes, qu'on les tranche rapidement et définitivement. D'accord, oui, Paul Wiki. Alors, c'est bien ce que M. Kanazoe a dit, on n'est pas au bout de la logique. Et moi, j'ajouterais que tout cela, c'est la conséquence de l'absence de l'autorité de l'État. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas nouveau, en tout cas, ce phénomène Kouroulégo dans l'ouest du Burkina. À un moment donné, l'autorité avait eu l'ingénieuse idée de jouer les médiateurs, des dispositions ont été prises. Le haut-commissaire du WEI a décidé justement, à travers des textes, du démantèlement des bases de Kouroulégo dans la localité. Maintenant, ça a permis d'avoir une certaine accalmie qui a duré à peine une année. Parce que les populations ayant constaté que les bases de Kouroulégo n'étaient pas démantelées et ayant constaté que les Kouroulégo étaient encore actifs, ont décidé de prendre leurs responsabilités pour procéder au démantèlement de ces bases de Kouroulégo. Ça montre un peu l'incivisme des populations, mais qui est entretenu par l'absence de l'autorité de l'État. Il aurait fallu aller jusqu'au bout de la logique en procédant au démantèlement de ces bases de Kouroulégo par l'autorité elle-même, c'est-à-dire la force publique, plutôt que de laisser la situation perdurer. Voilà où nous en sommes. Malheureusement, encore, on a des cadavres sous la main lors de ces affrontements et ça rend difficile l'intervention. Lorsqu'il y a un affrontement comme ça, et moi je me suis posé 1000 questions. Est-ce que au moment où les deux parties étaient en conflit, il fallait envoyer la force publique là-bas? Le bilan aurait pu être lourd. Beaucoup plus lourd, parce qu'on peut imaginer que les Kouroulégo étant armés, ils ne vont peut-être pas hésiter également à ouvrir le feu sur les forces de défense et de sécurité. Et la riposte aurait pu être... Je précise, n'avait pas d'armes au feu, parce que selon les Oui, c'est ce qu'ils ont dit, mais bon, certains témoignages montrent également que les personnes ont été tuées par balle. Je ne sais pas qui a ouvert le feu, parce que lorsqu'on regarde un peu les personnes qui ont été tuées, ce n'est pas des coups de machette. Maintenant, il y a entre ce que les Kouroulégo disent et ce qui est une réalité sur le terrain. Mais dans tous les cas, ce qu'il aurait fallu faire, en tout cas, c'était de régler le problème de façon définitive. Tout porte à croire que les Kouroulégo ne sont pas les bienvenus dans l'ouest du Burkina. Il faut reculer simplement. Il faut les laisser peut-être là où ils sont les bienvenus, notamment dans l'est du pays. D'ailleurs, on a besoin beaucoup plus de là-bas par ces temps qui courent dans l'est du Burkina et le centre-est aussi, dans la localité de Tinkodougou, pourquoi pas au Sahel et tout. Mais dans l'ouest, et également dans le centre-ouest, on a vu les événements de Koudougou et de Tchalgou, où les Kouroulégo eux-mêmes ont appris à leurs dépens. Et lorsqu'ils ont voulu faire des passages en force. Donc ici, ce qui a manqué, c'est l'autorité de l'État pour trancher de façon définitive et puis bon, et mettre chacun devant ses responsabilités. On espère en tout cas qu'au-delà de cela, des actions concrètes seront prises pour qu'on n'en arrive plus à une telle situation. Et parce que si le problème est géré de façon superficielle, l'année prochaine encore, ils vont ressortir. Alors, Luc Kourouma, vous partagez l'avis de Miki. L'autorité de l'État n'a pas été appliquée dans toute la rigueur. Tout à fait, tout à fait. Parce que, comme ils l'ont dit, ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez, Boukari Kaboré, dit le Lion, il a voulu s'installer à l'ouest. Ça créait des problèmes. L'État a été obligé d'intervenir. Bon, ça s'est calmé. Ensuite, à Karangassou, Viké même, en février de l'année 2017,
il y a eu les mêmes problèmes. Il y a eu des disputes et l'autorité a essayé d'intervenir. Mais il ne faut pas apaiser la plaie, il faut guérir la plaie. Il faut prendre des solutions pour guérir la plaie, parce que c'est une plaie. Et si on y prend garde, ça va encore s'empirer. Donc, moi, je crois, à mon avis, qu'il faut essayer d'interdire les coloniaux à l'ouest, puisqu'ils n'en veulent pas. On ne peut pas défendre, on ne peut pas aider des gens s'ils ne veulent pas. Ils trouvent qu'eux, ils sont suffisamment outillés à travers les dozos pour s'autodéfendre. Donc, laissons les endroits où les coloniaux sont admis, acceptés, laissons-les agir là-bas. Et là où ils ne le sont pas, qu'on les déloge. Et je constate que même les autorités locales sont divisées sur le problème. Parce que, comme vous l'avez dit, le haut-commissaire a pris une décision pour dire que, pour interdire les colorés à Karangosso-Viké. Mais quelque part, j'ai lu que le maire de Karangosso-Viké, il était favorable. Alors, donc, quand l'autorité ne s'accorde pas, qu'est-ce que vous voulez? Il y aura des dissensions. Il faut que l'autorité s'accorde pour prendre à bras le corps cette situation. Oui, justement, c'est que les dozos, en tout cas, reprochent au Corolwego, c'est le port illégal d'armes et également les sévices corporels qui sont donc faites dans cette localité du Burkina. Alors, on est vraiment pris par le temps. On n'a pas le temps nécessaire, en tout cas, pour parler de tous les sujets qui sont sur la table des débats. Je propose tout simplement qu'on laisse tomber. Alors, le sujet sur la création d'un nouveau parti, notamment l'Union pour la République et la démocratie, UDR. On aura certainement l'opportunité ou l'occasion de discuter de ces créations de partis politiques à tout azimut au Burkina Faso. On va parler de la page internationale avec cette question à la CPI. L'avenir de cette Cour pénale internationale est-il menacé? Les États-Unis, par la voix du conseiller et du président américain Donald Trump à la sécurité nationale, John Bolton, ont clairement menacé de sanctions graves la Cour pénale internationale qui fait part de son intention d'ouvrir une enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan. Et la Maison-Blanche ne s'arrête pas là. Elle menace également tous les pays et les entreprises qui seraient tentés de soutenir la CPI contre les États-Unis. Alors, dans ce contexte, est-ce que cette prise de position des États-Unis ne conforte pas ceux qui pensent que la CPI est juste un instrument pour juger les dirigeants africains? Oui, Kanazoé. Bon, en tout cas, cette menace, à mon avis, n'est pas nouvelle. Je me souviens qu'il y a quelques années, les Américains ont toujours dit « nous ne sommes pas ». D'ailleurs, ils ne sont pas membres de la CPI. Non, oui, ils sont pas membres. Donc, ils ne sont pas astreints à se plier aux injonctions de la CPI. Ensuite, c'est exactement ça. Les grandes puissances jugent leurs propres soldats. Les États-Unis, quel que soit le théâtre d'opération où leurs hommes sont, quels que soient les actes qu'ils vont commettre, ces hommes seront jugés en territoire américain par la justice américaine. C'est un principe chez eux. Mais en même temps, cette menace, effectivement, elle crée une fracture. Aujourd'hui, la CPI semble être plus une CPI réservée aux pays pauvres et aux dirigeants africains particulièrement qu'à tous les autres crimes commis notamment par les puissances. Mais ce n'est pas nouveau, c'est un secret de polichinelle à mon avis. Oui, mais est-ce que la CPI ne sort pas fragilisée, en tout cas davantage, après ces menaces américaines? Oui, Juvenal. Moi, je pense que la CPI, c'est fini, c'est quasiment fini. Je crois qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Je pense que, contrairement à ce que Kanazoé a dit, les États-Unis sont allés plus loin qu'ils ne l'ont été par le passé. Cette fois-ci, ce sont des menaces. On a vu qu'ils ont critiqué la CPI. Ils sont pas membres, ils sont pas signataires du traité de Rome.
non seulement ils attaquent la CPI, mais en plus ils attaquent la CPI pour leur allié Israël, ce qui est du jamais vu finalement. Donc pour moi, je pense que cette façon de faire aujourd'hui, ça vide la Cour pénale internationale de son contenu, parce que on voit mal aujourd'hui comment cette Cour pénale internationale aujourd'hui pourrait continuer à exister avec ces menaces qui, à mon avis, représentent le coup de grâce, parce que finalement, il y avait des critiques des pays africains, on a estimé que c'était des critiques qui n'étaient pas fondées, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les pays africains qui critiquent la CPI, c'est bien un pays qu'on appelle le berceau de la démocratie, qui aujourd'hui remet en cause le principe même de la justice internationale, à laquelle il refuse lui-même de se soumettre. Donc, après ça, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Je pense que les pays qui aujourd'hui se soumettront encore à l'influence de la CPI, ce sera à leur corps défense, ce sera à leur risque et péril. Mais pour moi, aujourd'hui, il est clair qu'avec ces attaques, c'est quasiment fini pour la CPI. Je pense qu'il faut en tirer les conséquences purement et simplement. Oui, alors John Bolton, qui allait jusqu'à dire que la CPI était une cour illégitime. Oui, Kourouma. Oui, non seulement il dit qu'elle est illégitime, qu'elle est inutile et qu'elle est incompétente. Bon, c'est des mots quand même assez durs. Et ça m'amène à dire que, vous voyez, la justice internationale, c'est la raison du plus fort. C'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. C'est vrai, les Américains jugent leurs soldats à l'interne, mais ce n'est pas tous les actes qui sont jugés. Les soldats qui commettent des viols, les soldats qui commettent des bavures sont jugés. Mais les soldats envoyés par la puissance américaine, ils ne sont pas jugés. Eux, ils sont protégés. Et ce qui est édifiant, les États-Unis ont dit que si on jugeait d'aventure leurs soldats, ils pourraient aller les chercher par la force. C'est significatif. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ils disent que en tout cas, ils ont un texte qui les autorise, au cas où la CPI jugerait des soldats américains, ils ont un texte qui les autorise à pouvoir aller chercher ces soldats de force. Donc, je rejoins Juvenal pour dire, moi je crois que l'avenir effectivement de la CPI est en pointillé. Si vous ajoutez les Américains à tous ces pays africains qui se retirent les uns après les autres, et à certains pays asiatiques qui sont aussi sur le point de se retirer, effectivement, il y a lieu de craindre pour l'avenir de la CPI. D'accord, oui, Paul Miki. Oui, je pense également que c'est pratiquement fini pour la CPI, mais dans cette affaire qui fait l'actualité, il y a deux paradoxes. Le premier, c'est que les États-Unis, on le sait, ne sont pas signataires du traité de Rome qui fonde la Cour pénale internationale qui existe depuis 2002. Et donc, de ce point de vue, je vois mal les États-Unis qui vont menacer une institution à laquelle ils ne sont pas partie prenante. Ça fait quand même un paradoxe. Le second paradoxe également, c'est qu'on ne peut pas forcer de juger des citoyens américains par une cour qui n'est pas reconnue par le pays en question. Il y a quand même un paradoxe à comprendre. Dans ce cas, les États-Unis peuvent avoir raison parce qu'on connaît très bien l'Américain. Le principe, c'est que tous les Américains seront jugés et pas des juridictions domestiques, c'est-à-dire des juridictions des États-Unis, pas des juridictions internationales reconnues par les États-Unis. Donc, dans tous les cas, et ce sont des paradoxes comme ça qu'il faut lever. Maintenant, de façon globale, on aura remarqué que la CPI, la Cour pénale internationale, ressemble fort à une affaire de l'Europe et contre l'Afrique, parce que ce sont les pays européens qui sont les plus nombreux étant signataires du traité de Rome, et ce sont les pays africains qui sont les victimes, entre guillemets, de la Cour pénale, de la Cour pénale internationale, parce que quand on regarde un peu des personnes qui sont jugées là-bas, il s'agit essentiellement d'Africains. Il y a d'autres pays qui ont vu chaud dedans et qui se sont retirés. C'est l'exemple du Soudan et bien d'autres exemples, du Burundi également, bien d'autres exemples qui ont dû ressortir. Ces gens ont été livrés par les États africains. Exactement, oui. C'est ça aussi l'autre paradoxe. C'est même le cas de la Côte d'Ivoire aussi, avec l'ancien président qui se retrouve là-bas. Oui, mais alors Alassane Ouattara a dit qu'il n'enverrait plus jamais de ressortissants. Il a dû noter les leçons, justement. Alors, dernière question, il y a des gens aussi qui pensent justement que l'intention, en tout cas de la CPI, de poursuivre des Américains qui ont peut-être commis des crimes en Afghanistan, c'est la preuve que c'est une institution qui est indépendante, libre et qui s'intéresse
à tous les pays. Oui, Secours. Avant de répondre à cette question, je voudrais expliquer pourquoi la CPI veut juger des soldats américains en Afghanistan. C'est vrai qu'ils ne font pas partie, ils n'ont pas signé le traité d'Europe. C'est vrai qu'ils n'ont pas signé, enfin, ils n'en sont pas membres. Mais la CPI, dans son principe, quand un pays membre fait l'objet de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité et qui est membre, il peut bien enquêter pour ce pays. L'Afghanistan est membre. Les États-Unis n'en sont pas membres. Mais c'est dû au fait que l'Afghanistan est membre que la CPI se donne le droit de faire ces enquêtes. Voilà. Maintenant, moi, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'endroits au monde où la CPI aurait dû faire des enquêtes. Ouvrir des enquêtes. Voilà, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Elle aurait dû commencer. Il y a des endroits, même en Europe, où elle aurait dû faire des enquêtes. Par exemple, le cas de la Libye, ce n'est pas en Europe, mais c'est les Européens qui ont semé le trouble là-bas. Elle aurait dû commencer par pallier que d'aller tout d'un coup pour s'en prendre à un géant. Donc, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. D'accord. Voilà. Alors, ça serait le mot de fin, parce que nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Vous l'aurez plutôt constaté, l'heure passe très, très vite. Et on espère que les téléspectateurs, en tout cas, qui nous ont suivis, ont pu, en tout cas, faire leur opinion de toutes ces analyses et de tous ces commentaires qui ont été faits sur ce plateau. Merci encore une fois de votre fidélité. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Paul Miki Wamba de Ouaga, FM Isaka Luc Kourma de Radio Burkina, Juvenal Sommet de InfoWakat.net et Maourou Kanazoué du journal Le Quotidien. Merci de votre fidélité. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. L'info revient tout à l'heure à 13h dans une présentation de Marguerite Douagneau.